Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour un nouveau numéro de votre émission Le Monde Inconnu. Nous continuons avec la méditation, solution à nos problèmes, mais avec un autre sujet bien sûr. Bonsoir professeur Emmanuel Lipote. Bonsoir Georgette Mboum, un bonsoir renouvelé à tous ceux qui nous suivent à travers le monde via Canal 2 international, ainsi que ceux qui sont abonnés à notre chaîne sur YouTube, Le Monde Inconnu TV. Voilà. Alors de quoi parlons-nous ce soir? Alors ce soir, nous allons parler de la chronique, sera en deux parties comme d'habitude, le mystère de la volonté inconsciente. En première partie de cette chronique et à la deuxième partie, nous allons voir ce que la prière vaut, c'est-à-dire la prière tue la méditation. C'est ça la deuxième partie de cette chronique. Voilà. Vous l'avez compris, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, aussi la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement, voici la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 31. Le mystère de la volonté inconsciente. En tenant à réaliser un véhicule devant nous aider à emprunter le chemin de la spiritualité, outre la méditation, permettez-nous de revenir sur ce phénomène qu'est la volonté sous un autre prisme. Cela dit, avec le facteur temps, voyons comment fonctionnerait la volonté pour atteindre un objectif. Essayons de nous y attarder en rappelant ce que nous disions au cours de l'une de nos éditions, que toute entreprise ou devant une difficulté, le premier problème qui se pose est celui de la volonté. C'est-elle la première solution? Elle a un effet direct sur les pensées et même sur les sentiments plus ou moins positifs ou négatifs que nous cultivons. Ce qui nous fait dire que sans la volonté, aucun départ ou achèvement en quoi que ce soit n'est possible. Il est totalement aisé de savoir ceci parce que la plupart des gens parmi nous sont dépourvus de cette faculté maîtresse, la volonté, et ou incapables de l'éveiller. C'est pour cela que l'atteinte d'un but n'est toujours pas facile. Nous insistons que cet éveil doit être le premier point qu'il conviendrait à toute personne d'examiner. À ce titre, nous nous renvoyons du côté de la volonté motrice. C'est en fait une faculté précieuse que l'on doit acquérir à tout prix. Toutefois, il faut retenir que la puissance de la volonté motrice dépend des réactions organiques déclenchées par la sensation ou le souvenir des sensations antérieures. Ces réactions sont proportionnelles à la vitalité du corps et à l'intensité du souvenir. Elles sont en même temps inconscientes et n'expriment que les pulsions de la matière animée par l'affectivité. Elles ne peuvent donc en aucun cas être qualifiées de morales ou d'immorales. Nous pouvons comparer nos instincts aux forces qui montent en puissance que l'on observe d'une nappe d'eau mise en mouvement. Question de remarquer que cette eau cherche par tous les moyens à retrouver son niveau. Il y a une différence essentielle grâce à sa mémoire. L'eau n'est donc pas douée de sensations et ne se met en mouvement que si les conditions matérielles ou physiques changent. Alors que chez l'homme, le seul souvenir d'expériences antérieures suffit à provoquer des réactions organiques. Ce fait est doté de conséquences qui impliquent la possibilité de mettre en œuvre la volonté sans nécessité immédiate par le simple effet de souvenir. Toutes ces réactions font partie du domaine de l'inconscient. Ceci comprend non seulement les fonctions instinctives de l'être actuel, mais aussi le résidu de toutes ces expériences passées et héréditaires, et tout ce qu'il représente en tant qu'être sous sa forme présente. Ce moi inconscient possède une autonomie absolue. C'est ce qui fait dire aux psychanalystes que l'énergie émise par les instincts sous forme de désir ne peut en aucun cas être résorbée ou annulée. À ce stade, ils parleront de la volonté primaire, inconsciente, à s'y investir à tout prix.
Si ces fonctions s'accomplissent normalement, la volonté ayant satisfait le désir, tout va rentrer dans le calme. Mais s'il y a d'obstacles, cette force va chercher par tous les moyens à s'employer. Si elle ne parvient pas à se réaliser, elle provoquera les troubles nerveux les plus graves. À première vue, ce fait est curieux et nous invite à reconsidérer l'origine de cette force née du désir. Nous avons dit qu'elle était le produit des fonctions instinctives et affectives. Résultat, quelles sont donc ces fonctions? Nous n'aurons ces fonctions que dans l'expression première de la vie organisée en une force puissante et subtile. Cette force prend sa source dans l'élan vital lui-même. Dès que cet élan vital jaillit, rien ne peut le détruire. Sœur Emmanuelle Lipote, d'où vient la volonté inconsciente? Bon, disons que c'est un aspect en nous. C'est-à-dire, c'est un aspect qui est, en quelque sorte, on peut dire que nous posons des actes sans le savoir. Parce que nous ne nous mettons pas dans la logique de s'approprier même déjà de notre corps physique. Déjà, on mange sans savoir si on va déféquer, on mange seulement. Oui. Alors, des fois, on a la constipation, on nie qu'on n'est pas constipé. Et en quelque sorte, on ne sait même pas à quel moment on est constipé ou on n'est pas constipé. On sait seulement qu'on fait les selles par jour. Et si une fois qu'on a pu faire les selles par jour, on ne tient pas compte des quantités de déchets qui sont restés à l'état d'attente pour sortir. Alors donc, tout cela affecte notre organisme et agit à travers l'ensemble des neurones. Les neurones qui sont au niveau du ventre et les neurones qui sont au niveau de la tête. Donc les neurones du cerveau, les neurones du cerveau du ventre. Parce qu'il y a là une connivence qui doit naître pour qu'on trouve notre équilibre. Et lorsque on a trouvé l'équilibre, la volonté cesse d'être inconsciente. Elle devient consciente. C'est-à-dire que nous ne savons pas ce que nous voulons. Oui. Simplement parce que nous ne sommes même pas conscients de ce que nous sommes, qui sommes-nous. Voilà. D'accord, tout à l'heure vous avez dit qu'on n'essaye pas de nous approprier notre corps physique. Mais comment y parvenir? Alors, y parvenir déjà, c'est la bonne école. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'école qui met la différence entre le corps physique, l'âme et l'esprit. Ne serait-ce qu'à ces niveaux. Nous n'avons pas besoin de parler des différents corps que constitue le corps humain. Nous avons besoin d'aller dans du b.a.-ba, de terre à terre, que bon nombre de gens connaissent. C'est que même le plus dernier des chrétiens qui ne lit pas la Bible du tout, c'est quand même qui a l'âme, et c'est même qui a l'esprit, et c'est qui a le corps humain. Alors, nous devons le comprendre pour savoir à quoi sert chaque partie de notre corps, c'est-à-dire le corps dans son ensemble. Alors, parce que si on dit le corps physique, on suppose que lorsqu'on est malade, du point de vue métaphysique, il ne s'agit pas que de ce corps physique-là. C'est pour ça qu'il y a des petits mots, le chuchisme. Quelqu'un dit, bon, le psychiatre fait quoi? Fait dans le chuchisme. Oui. Il est le médecin de l'âme ou alors le médecin du cerveau. Alors, ça veut dire qu'il y a une préoccupation quand même. Ne fût-ce qu'au niveau de la médecine officielle, parce que moi je ne l'appelle pas ça médecine moderne, mais j'appelle ça médecine officielle ou alors médecine officialisée, parce que la médecine moderne ne serait pas artificielle. Elle serait une médecine qui allait allier et le jour et la nuit. C'est-à-dire considérer que lorsqu'on dit une journée, ça veut dire qu'il y a 12 heures de lumière et 12 heures d'obscurité. Et que les choses qui se passent dans la nuit
sont également, font partie également de la journée, comme celles qui se passent dans la journée. Il y a des usines qui ne tournent que la nuit et d'autres qui tournent nuit et jour, ou alors qui ne tournent que le jour. La nuit, elles ferment. Alors les usines qui tournent dans la nuit dans les pays du Nord ont une connivence avec l'occulte. Pendant que ces pays-là prétendent que l'occulte n'existe pas dans les pratiques de la science qui s'occupe des hommes. Parce que la science qui s'occupe des hommes, c'est seulement la médecine en fait. Alors c'est ce qui fait dire que cette science n'est pas une science, mais c'est un scientisme. C'est-à-dire une certaine forme de science qui est sans conscience. Parce qu'on ne saurait mettre de côté l'autre partie de la journée en disant, bon, ben, nous on ne considère que le jour, la nuit, ça ne nous concerne pas. À soigner dans le corps humain, dans ces registres où la seule chose à considérer, ou la seule considération à porter est de donner réponse au corps physique, entraîne que ça distrait les gens, particulièrement les malades, qui ne savent pas que la maladie vient du chuchisme, du subconscient, donc de l'inconscient, et se retrouvent à la recherche des solutions de quelque chose qu'on ne sait pas comment ça a commencé, ou bien de quelque chose où on ne sait pas. Donc on sait là où on est tombé, mais on ne sait pas comment on a pu glisser pour se retrouver là où on est tombé. Donc, il y a matière à réfléchir, il y a matière aussi à amener les gens à reconsidérer tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont entendu, tout ce qui leur a été enseigné, tout ce qu'ils ont comme héritage de par leurs parents. C'est pourquoi on a dit, au début des chapitres ouverts pour la méditation, on a dit, pour une bonne méditation, il faut oublier son passé. Et pour oublier son passé, nous nous cheminons vers tous les paramètres qui nous permettent d'oublier notre passé ou de faire oublier le passé aux téléspectateurs et à ceux qui nous suivent de par le monde. Parce que parler de la volonté inconsciente fait partie de ce qui doit être compris, non comme le dirait un psychanalyste, mais comme en métaphysique, on comprendrait bien qu'il y a des choses qui nous manquent. C'est pourquoi nous sommes dans une situation inconsciente de ce que nous sommes, de qui sommes-nous et de ce que nous devons faire par rapport à comment évoluer, comment garder notre personnalité intacte. Voilà. Mais professeur, sauf que des fois, on peut avoir une pensée inconsciente sans le savoir. Alors, comment discerner même déjà cela? Comment savoir que, voilà, on n'arrive pas, on est sur le mauvais chemin, en fait? Comment le faire? Donc, c'est compliqué parce que nous naissons dans un environnement où chacun, son ego fait cogner la main sur la poitrine en disant que c'est moi qui sais. Et puis, nous sommes dans un monde où la pensée unique a gagné du terrain sur tous les plans géopolitiques, le plan géostratégique, les rapports de force. La pensée unique a pris le dessus. Alors, la pensée unique, c'est quoi? C'est les normes européennes en matière de médicaments, en matière de nourriture, parce qu'on va vous dire manger équilibré. Alors, dans nos télés et nos radios, nous proférons un discours, un message de manger équilibré. Bon, manger équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends un petit vin, tu mets à table et tu prends du chocolat, tu prends de la sardine, du pain, tu prends tout ce qu'on peut prendre de l'Europe, donc manger européen. Parce que manger équilibré, à manger le bâton de manioc,
avec le namodo, donc un peu d'arachide, ou alors un mets de pistache. Avant, on disait et les bâtons, ça donne le quoi et boire un peu d'eau. Oui. Alors que les musiciens camerounais chantent que le bâton de manioc donne le quoi au corps et le pain était un aliment complet. Ouais. Voilà où nous sommes. Hein? On n'a pas de recul, on ne se pose pas des questions. Comment vivait l'Afrique? Parce qu'au moins, le monde entier allait profiter si les Africains allaient reprendre leur blason, redorer leur blason, comme on dit souvent, c'est-à-dire, en tant que continent berceau de l'humanité, continent qui a enseigné, qui a éduqué, qui a formé les populations, les peuples du monde, de génération en génération, jusqu'à une période où l'Occident était devenu l'Europe, et qu'aujourd'hui, on fasse un retour aux sources dans le but de chercher à savoir l'ancestralité scientifique. Oui. Hein? Je crois que les Africains vont reprendre leur rôle primaire. C'est-à-dire que on a l'impression que l'Afrique n'a pas que de la matière première partant du sol et du sous-sol. Laquelle matière première, elle ne négocie pas avec les prédateurs qui sont des Occidentaux. Oui. Mais elle a une autre matière première qu'elle ne prend pas en considération pour le fait d'avoir été sous l'emprise de l'esclavage, de la colonisation et aujourd'hui de la néocolonisation. Et laquelle néocolonisation est un outil, un instrument très dangereux pour la formation scolaire des Africains. Alors, on ne sait pas faire la part des choses entre la chose dite qui soit vraie et la chose dite qui ne soit pas vraie, mais qui est en phase avec un but à atteindre. Parce que lorsqu'on suit les universitaires débattre à la télé, ici et là en Afrique, on a l'impression que c'est des hybrides, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eux-mêmes une identité. Parce que quand Victor Hugo parlait, il parlait pour le compte de la France et il parlait en tant qu'un être humain. Oui. Lorsque Molière disait que on meurt de nos médicaments plus que de nos maladies, et fut appelé à l'ordre par Louis XIV, mais il ne parlait pas contre la médecine, il parlait contre une situation qu'il avait constatée. Bon, alors, aujourd'hui, les gens qui ont lu Molière n'ont pas lu le côté de Molière là. Ils ont lu des classiques. Ils prétendent que Molière est quelqu'un qui, quelque part, était peut-être un littéraire qui parlait pour rien et disait n'importe quoi. Mais, alors que Molière, c'était pas ça. Molière, c'était une personnalité qui avait, était quelqu'un qui avait une personnalité, comme pour dire, c'était une personne ressource. Voilà. D'accord. Est-ce que la méditation stimule la mémoire? Alors, la méditation va aller même jusqu'au-delà de simple stimulation de la mémoire. C'est pour cette raison qu'il faut s'outiller avant d'arriver à construire le véhicule qu'est la méditation. C'est-à-dire? S'outiller veut dire avoir des connaissances sur le point de vue alimentaire, avoir des connaissances du point de vue humilité, avoir des connaissances du point de vue sociabilité, avoir des connaissances sur tous les points de vue qui vont dans le sens de la crainte de l'essence divine, c'est-à-dire de l'appropriation de cette essence
afin que l'énergie divine qui est en nous puisse se synchroniser avec l'énergie divine universelle. Parce que il n'y a pas de souillure qui puisse faire l'universalité dans la pureté, dans ce qui serait... parce que le divin, la divinité n'a aucune souillure. Alors l'homme, son divin, son être intérieur qui est divin, dort. Et dort pourquoi? Parce que nous sommes souillés par des pensées négatives, par des pensées formatées, par des histoires arrêtées qu'on écoute ici et là sans jugeote. Parce que si par exemple il y a un débat, prenons la médecine comme une science, bien qu'elle n'est qu'un scientisme, qu'elle dépend du scientisme, mais quand il y a un débat quand même sur la médecine et que les hommes politiques s'y mêlent, c'est pour mettre les médecins. Au moins, donner à César ce qui est à César. Hein? Et à Dieu ce qui est à Dieu. Bon, depuis 2 ans, on est devant une situation où c'est les politiques qui gèrent la médecine. Hein? C'est eux qui décident qu'est-ce qu'on doit faire de nos corps. Et si un médecin se met en déphasage avec leurs décisions, comme Didier Harold, alors la pression va monter. Et finalement, c'est comme s'il était à l'école pour rien. Bon, au moins, qu'on laisse que le médecin nous intoxique, parce que n'étant que des prescripteurs, n'ayant pas de moyens propres pour soigner les gens, mais tout au moins, qu'on reconnaisse que leur rôle, c'est de faire ce peu qu'ils peuvent faire, et que les politiques restent dans l'air juste de gérer la cité, tout en considérant qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas. Et qu'il y a quand même des gens qui sont là pour ça. Voilà. D'accord. Les médecins soignent le corps physique. Oui. Les naturopathes, professeurs, ou alors les parapsychologues, qu'est-ce qu'ils soignent en plus? Voilà. Les naturopathes, ce mot aurait dû marcher. D'accord. Parce que on n'est pas en émission de naturopathie. En parapsychologie, nous sommes d'accord parce que la parapsychologie fait partie de la métaphysique. C'est vrai que la naturopathie en fait aussi partie. Mais sauf que ça prête à équivoque. D'accord. Alors, un bon parapsychologue voit le jour et la nuit. Je dis un bon parapsychologue. Et l'homme qui voit et la nuit et le jour. L'homme avec un H. Oui. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont des parapsychologues, il y a aussi des femmes. Alors, c'est des messieurs et dames qui voient le jour, qui voient la nuit. Alors, le fait de voir le jour et la nuit veut dire que tu vois également le corps physique et les autres corps qui sont enfuis dans le corps physique, ou alors qui font partie du corps physique. Parce qu'en fait, le corps physique est visible, le corps psychique, ou alors les autres doublés éthériques, corps mental, corps causal, corps astral, tous ces corps-là sont au même niveau que le corps physique. Ça s'incruste, ça s'entremêle. Il n'y a pas un niveau où quand on va enlever la peau, alors on va voir maintenant le corps astral. Non. Alors maintenant, qu'est-ce que la médecine officielle s'intéresse à ça? C'est le corps physique. Alors le corps physique c'est quoi? Bon, c'est la peau, c'est le nez, c'est l'œil. C'est lorsque on a manipulé les macabées, c'est-à-dire des cadavres qu'on a ouverts et qu'on a vu, ou qu'on a déchiqueté, ou qu'on a décomposé les parties et tout, et qu'on réalise que le cerveau a tel nombre de neurones, le cœur est divisé en tel nombre de parties, les poumons sont comme ça, et tout. Alors, on se retrouve dans la logique
de tout connaître. Bon, mais il y a un problème que j'ai toujours souligné au cours de cette émission, c'est que le double de l'homme commence par la force vitale qui anime la matière étant ici le corps physique. Parce que c'est la matière qu'on manipule. Le professeur, est-ce que vous pouvez faire français facile? C'est ce que je suis en train d'expliquer, de vouloir y aller. C'est-à-dire, le corps physique prend par exemple le cœur. Oui. Si quelqu'un meurt complètement, on ne peut pas prendre son cœur et placer ça chez une personne vivante qui a besoin d'un organe et la personne vit. Non, on ne peut pas. Il faut que le cœur continue à battre. Tout à fait. Ce qui veut dire que peut-être c'est une mort cérébrale, ça dépend de ce que le médecin va décider. Lui qui est manipulateur d'organes, peut-être qu'on lui a passé une commande d'un organe et qu'il faille qu'on déclare quelqu'un mort de quelque chose. Pourtant, il sera quand même donneur d'organes. On va dire qu'il a une mort cérébrale, donc son cerveau ne fonctionnant plus, on peut recueillir les organes et donner ça à d'autres gens, parce que lui, il est déjà mort. Bon, alors ça fait rire. Pourquoi? Parce que par moments, il faut rire, parce que c'est une autre manière de pleurer. Tout à fait. Alors donc, mais si quelqu'un meurt complètement, le cas de tirer un exemple sur les morts d'accidents de circulation. Alors, vous aviez un bus qui avait un gros porteur qui avait peut-être 100 personnes ou 95 personnes. Alors là, il y a dans les blessés et il y a les morts. Alors, les morts sont inactifs. On les met, on peut les superposer, on peut faire tout ce qu'on veut d'eux. On peut creuser une fosse là et les jeter dedans sans plus les amener quelque part pour les enterrer. Tout dépend. Parce qu'il y aura là-dedans des écrasés, il y aura ceci, il y aura là, et cela. Bon, maintenant, il y a des gens qui vont mourir étouffés. C'est-à-dire, ils ont toutes les parties du corps. Il n'y a pas un problème. On ne sait pas, ils ont eu le choc. Et puis le cœur s'est arrêté à battre. Bon, ils se sont raidis. Les gens qui ont perdu les membres, si la transplantation des organes était une chose aussi classique, aussi simple, comme on serait en train d'acheter les pièces de rechange de voiture, c'est qu'on va prendre des cadavres qui étouffés, mais qui ont encore tout leur corps intact, du genre qu'on n'a pas bousculé le pied ou le bras, et voir dans les blessés ceux qui ont perdu leurs jambes. Alors, amputer les jambes de ceux qui sont intacts mais décédés, et greffer ça sur les jambes des personnes qui sont décédées, qui ne sont pas décédées mais qui ont perdu leurs jambes. Et puis ça allait marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce qu'il n'y a plus la vie dans les cellules de ces jambes-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on soigne dans les hôpitaux? La vie ou l'organe? C'est ça, parce que si l'hôpital était si intéressant en matière de vie, nous parlons de vitalisme, oui. Alors il serait impossible qu'il y ait des cadavres et on n'achète pas les pieds, on n'achète pas les bras, on n'achète pas la tête pour accrocher sur des personnes qui ont besoin des pièces détachées, en termes de pièces détachées, ces parties du corps là. Oui. Bon, donc on soigne quoi souvent? Parce que moi je ne sais pas. Le corps physique n'a pas de sens lorsque la vie a foutu le camp dans ces corps-là. Le corps physique n'a plus de sens. C'est une dépouille. Alors maintenant, lorsque nous parlons métaphysique, nous parlons de quoi? Parce que quand une personne est malade, il pense qu'à son corps physique. J'ai le diabète, j'ai le myome, j'ai le... C'est des choses qu'on lui a dit. Fondamentalement, tu es allé te plaindre de quoi?
ça a commencé comment? Alors, comment on veut prier, hein, ou faire la méditation pour très bien résoudre nos problèmes, sans le b.a.-ba des connaissances métaphysiques de qui on est? Ça ne se comprend pas. C'est pourquoi moi je dis, méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce qu'on aille à l'épuisement du sujet. Parce que c'est un sujet qui est ce que serait 10 millions de livres, chaque livre ayant peut-être 100 000 pages. Hein? Mais qu'on va essayer de décrypter des aspects pour permettre à ce que les gens comprennent que lorsqu'on parle de la méditation, ce n'est pas les trucs qu'on rencontre dans les YouTube. Parce que c'est compliqué de ne pas prendre en considération soi-même et vouloir faire des choses avec soi qui sont d'une autre dimension. C'est trop compliqué. D'accord, professeur. Maintenant, je voudrais savoir, professeur, est-ce que l'inconscient a une volonté? Alors, la volonté inconsciente, c'est que, par exemple, les libido. Mais d'où vient... Oui, allez-y. C'est une volonté inconsciente. L'envie de faire l'amour. Et en faire, comment on peut dire, une obsession. L'alcoolisme, ça rentre dans le cadre de la volonté inconsciente quand ça prend une autre dimension. D'accord. Et on en fait une obsession. C'est-à-dire, ne donne pas à un gars qui se saoule régulièrement l'occasion de prendre ton argent pour aller faire une commission. Il va boire avec. Hein? D'accord. Alors, c'est une volonté inconsciente. C'est-à-dire, il veut bien boire. Et il n'a plus conscience du fait qu'il est en train de boire comme ça avec l'argent qui était destiné à faire quelque chose. Voilà. Mais professeur, des fois, on dit que c'est une forme de conte de femme-là. Ces personnes qui s'abandonnent dans l'alcoolisme, dans le tabagisme. Oui, bon, là, il y a un aspect occulte. Oui. Qui voudrait que quand tu montrais que tu peux aimer quelque chose, on peut t'aider à bien aimer ça. Là, c'est l'envoûtement. Hein? Bon, là, cette question a sa place. Est-ce que tout le monde qui fait défaut à leur vie, qui est inconscient, tous ceux qui sont inconscients, mais qui posent quand même des actes, comme s'ils étaient conscients. Est-ce que c'est juste le fait du hasard qui voudrait dire que peut-être ils ont développé des velléités alcooliques et tout? Non, il y a deux fois. Si on constate que quelqu'un est un peu intelligent dans un environnement familial concurrent, bon, on peut te faire manger la souris du vol. Hein, dans la nuit, un repas de nuit où c'est la souris du vol qu'on te sert. Alors, tu commences à voler. Tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui t'arrive. Toi qui ne prenais même pas un morceau de viande dans la marmite de maman quand tu étais petit, tu n'avais jamais voulu du sucre. À l'insu de tes parents, quand tu voulais du sucre, tu prends, tout le monde voit, ou tu demandes. Tu te mets à voler, tu deviens même kleptomane, c'est-à-dire on te prend même la main dans le sac, en plein public, en train de piocher quelques billets de banque ou quelque chose dans la poche de quelqu'un, là où il y a tout le monde. Alors, si bien que ça devient catastrophique, tu es tapé, tu es bastonné. Bon, avant, il n'y avait pas de, comment on appelle ça, vertu public. Hein? La justice populaire. La justice populaire, il n'y en avait pas avant. On te prenait, on t'amenait au commissariat. Quand on a constaté que la même personne revenait narguer les gens, on a commencé à les tuer. Bon, et puis devant les autorités. Bon. Oui, mais alors, comment sortir un enfant de cette situation?
Mais là, non, quand quelqu'un fait quelque chose qui devient anormal, Oui. le scanner le plus plausible, c'est la voyance. Bon, si on fait une voyance et on constate que cette situation-là n'est pas normale, Oui. bon, on doit chercher la cause. Toujours par le même mécanisme. Mais si on trouve que c'est normal, mais attends, on ne peut rien parce que la personne est entrée dans une logique, soit parce que mal éduquée, puisque l'éducation des enfants, ceux qui volent dans la rue et qui agressent ne viennent pas, ne tombent pas du ciel, tombent des gens parfois responsables. Parce qu'il y a deux fois, on peut catégoriser deux types d'enfants, ou trois. Celui qui est de la basse classe complètement et dépourvu et qui est né avec un tempérament agressif, Oui. peut se défendre dans la société, non en travaillant, mais en agressant. Et celui qui, de la haute classe, est habitué à la facilité et qu'à un moment donné, ses envies et ses caprices débordent les limites. Hein? Le genre qu'il veut des millions à dépenser par jour. Bon, il commence par dépenser 10 000 tous les jours. On lui en donne 20 000, on lui donne 25, 30, 40. Il est dans les 100 000. On lui dit, mais toi, tu fais quoi avec tout cet argent-là? Il réclame toujours et on donne. Alors, au point de dépenser 1 million par jour et jusqu'à ruiner ses parents. Alors, ce monsieur, soit il va devenir un féman, soit il va commencer à agresser les gens en achetant un pistolet, je ne sais pas quoi. Bon, donc, c'est une mauvaise éducation à la base. Alors maintenant, il y a une autre catégorie d'enfants qui naît, tape le, fait n'importe quoi, il est né pour faire ce qu'il doit faire. Parce que sa mission, c'est de nuire. Oui. Voilà, c'est un virus humain sur le fonctionnement d'une collectivité. Oui, il fonctionne autrement. Voilà. D'accord. Alors, je vous propose la deuxième partie de la chronique. La prière tue la méditation. Que peut-on s'attendre des Africains qui se sont mis dans la logique de la pérennisation de la prédication tant du côté de l'évangile que de l'islam? N'est-il pas intelligent et sérieux de se poser profondément la question de savoir que si ce qui leur a été raconté s'avérerait être faux, une maladresse spirituelle qui conduirait dans le chantier de la perdition, que va devenir son âme? Les Africains sont même ceux qui aujourd'hui prêchent l'évangile aux fils des esclavagistes et même à ceux des néocolons. Ces Africains-là se réclament d'être des héritiers sans comprendre des tenants et aboutissants du point de vue occulte de ce qu'ils font, sinon qu'ils ne savent pas que le fait d'être héritier d'un mode de spiritualité qu'on ne sait pas où c'est ses origines dans le vrai sens du terme, cela ne peut qu'offusquer quasiment la transmutation de leur moi intérieur, perturbant plutôt dans ce sens l'évolution de leur âme. Au juste, où se trouve le problème? Dans le fait de refuser la méditation ou le fait de reconnaître la place de la méditation dans la vie et qu'à ne faire valoir que la prière. En effet, la méditation est une pratique d'une autre forme de mesure. Elle permet de busquer nos pouvoirs internes qui sont restés à l'état latent pour permettre leur développement, va dans le même temps développer notre être intérieur. C'est à partir de ce moment que nous pourrons commencer à découvrir petit à petit ce que c'est que la spiritualité. Professeur Emmanuel Lipote, comment développer notre être intérieur? Ça commence par la volonté de le faire. Encore la volonté. Mais oui, mais tu ne peux pas ne pas te lever le matin. Tu penses que tu vas aller au travail alors que tu es toujours couché. Tu vas aller au travail comment? Pour venir à cette émission, il fallait qu'on se prépare. C'est la volonté. Qui veut peu, dans le sens que
si l'émission nécessite à ce que nous ayons des éléments qui vont permettre à ce que l'émission soit présentée, il faut que nous soyons à même de réaliser ces éléments. C'est ça, vouloir égale pouvoir. Mais si nous faisons peut-être une émission de débat comme les autres émissions, où on sort un thème, disons, c'est une émission politique, à plusieurs volets. Oui. Alors, un volet, on parlait de nos eaux, un autre volet, on parlait du président de la République qui a une grosse tête, ou bien qui a une petite tête, ou qui dort, ou qui a voyagé et tout. Un autre volet, on parlait, je ne sais pas, de ses ministres. Un autre volet, on parlait de la santé. Covid est monté, descendu. Bon, on n'a pas besoin, disons, de débattre sur un angle donné. Mais par contre, notre émission, se voulant éthique, nous sommes obligés de faire une chronique. Et derrière cette chronique, d'échanger, s'entretenir, pour analyser les tenants et les aboutissants qui amènent à ce que la chronique soit montée. Alors, donc, lorsqu'on dit la prière tue, la méditation, et que tu me poses la question, comment développer l'être intérieur? Oui. Et moi, je reviens en disant, il faut que nous ayons la volonté de le faire. Directement, pourquoi? Parce que, d'abord, la volonté, on a dit, ça sert à quoi? Ça sert à décrypter, à analyser, à chercher à savoir les choses avant de voir comment pouvoir atteindre un certain but pour avoir su le pourquoi chercher même à atteindre ce but. C'est-à-dire les objectifs de la vie doivent être préalablement su. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire je veux réussir dans la vie. Et sans savoir qu'est-ce que c'est que la réussite dans la vie. Tu ne peux pas dire moi je veux une vie pleine de bonheur. Alors que tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que le bonheur. Bon. Donc, vouloir le bonheur veut dire aller dans tous les sens, dans tous les méandres du savoir qui te permet d'aller vers le bonheur. Parce que si tu ne sais pas déjà qu'est-ce que c'est que le bonheur, comment tu auras le bonheur? C'est ça. Donc la volonté est au centre de tout, mais la volonté, malheureusement, n'est pas quelque chose qu'on dit lève-toi, marche. Tu commences seulement c'est pas comme on dit souvent aux humoristes et aux musiciens. Bon, que voilà, c'est le tour de tel. D'ailleurs, samedi, Canal d'Or est là. Bon, on va seulement appeler quelqu'un, viens danser. Mais il vient danser. Mais pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Tout à fait. Il a déjà fait sa chanson. Sa chanson est connue du grand public. Oui. Bon, et c'est une inspiration qui a mordu. Et il danse. Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un qui, lui, il n'a aucune chanson, on ne sait même pas comment on chante. Peut-être ça se chante dans son cœur, dans son corps, parce que tout le monde a toujours une chanson en soi. C'est pour cette raison que quand il y a une chanson, même ceux qui ne savent pas chanter, bougent quand même la tête. Bon, alors maintenant, tu vas pas quand même t'élever, aller danser et chanter. Tu chantes quoi? Toi, tu ne sais pas chanter souvent. Autrement dit, si tu veux chanter en public, pour des personnes pareilles, elles se préparent. Tout à fait. Voilà. Professeur, pour méditer, est-il nécessaire de mener une vie parfaite, d'être dans une religion, etc.? Bon, mener une vie parfaite, la perfection n'est pas de ce monde. Oui. Mener une vie quand même, dans le but d'aller vers la lumière, d'aller vers les connaissances, de maîtriser un certain savoir. Là, on peut dire que c'est le début de la sagesse pour celui qui veut méditer. Alors, mais je ne pense pas que c'est dans une religion que cela va se passer, parce que la religion
ne s'intéresse pas à des choses sérieuses. Elle s'intéresse des choses circonscrites dans le but de dominer sur les âmes, de gérer les âmes comme le mouton du panurge, c'est-à-dire des personnes qui vont vers l'Église doivent être emballées comme dans un système moutonnier, afin de les gérer et de les guider, de les amener où on veut les amener. Alors, c'est des âmes perdues, en fait. Je m'excuse, parce que j'ai trop du respect aux téléspectateurs qui nous suivent. Mais il y a, que je dis souvent dans cette émission, qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Si on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire, on a besoin des guides, qui peuvent même être des maîtres. Mais on a besoin qu'ils nous guident pour que nous cessons d'être des assimilés sous condition, ou des personnes qui ne peuvent pas retrouver leur personnalité ni leur identité spirituelle. Voilà. Professeur, c'est pas toujours évident, hein, professeur. Ben Parce oui. que il y a des gens, depuis qu'ils sont petits, tout ce qu'ils savent faire, c'est aller à l'église, c'est prier. Et qu'aujourd'hui, on leur dise que bon voilà, il faut méditer. Comment faire pour y parvenir? Comment convaincre ces personnes que voilà, la chose que vous faites depuis votre enfance n'est pas voilà, du tout bonne? Non, les choses qu'on fait depuis l'enfance sont les choses qu'on doit abandonner à un moment donné. Qui doivent être abandonnées à un moment donné en fonction de ce qu'on a amené comme questionnement. Alors, chaque personne doit vivre sur la base du pourquoi. Le pourquoi d'une chose ou le pourquoi des choses. Si vous n'avez pas la réponse par vous-même sur quelque chose, que personne d'autre ne vous donne une réponse, vous dogmatise, vous impose, comme pour comprendre vous-même que cette personne-là, elle aussi ne comprend pas déjà la chose parce qu'elle ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi, le pourquoi des choses. Pourquoi sommes-nous noirs? Pourquoi sommes-nous blancs? Pourquoi sommes-nous petits détails? Pourquoi sommes-nous grands détails? Pourquoi sommes-nous gloutons? Pourquoi sommes-nous sobres? Pourquoi avons-nous un tempérament belliqueux? Pourquoi fâchons-nous? Pourquoi nous mettons-nous en colère? C'est-à-dire, toutes les questions doivent trouver des réponses afin de savoir, d'établir la différence entre, par exemple, se fâcher ou se mettre en colère. Qu'est-ce qui est bien? Voilà. Parce que la question doit être répondue par soi-même. Détester et haïr. Qu'est-ce qui est bien? C'est toi qui dois répondre à cette question. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire que voilà ce qui est bien. Parce que tu vas savoir que détester quelqu'un, c'est par rapport peut-être à ses habitudes. Mais haïr quelqu'un, parfois, c'est pour rien. Tu ne te poses même pas la question que mais pourquoi je hais cette personne? Tu la hais comme ça. Ou alors, tu ne te poses pas des questions de savoir où se trouve le bien dans ce que tu fais, où se trouve le mal. Ça, tu n'as pas une préoccupation à ça, tu sais que tu es correct. Tout ce que tu fais est bien. C'est ce que font les autres qui est mauvais. Alors, c'est en fait ce que le monde a développé. Dans les télés et les radios, dans les familles, c'est le Congo ça qui passe. Le Congo ça veut dire un peu de diffamation, de calomnie, un peu de choses qu'on parlait concernant le mal
à autrui. Un train en gare attend, c'est pas de l'information. Mais si c'est en retard, ça dit toute l'année, le train a été en gare. On n'a jamais dit que ce train-là est un bon train. Mais le jour que ça arrive en retard, alors, c'est l'information. Oui. Alors, on court vite, braquer les micros aux passagers pour dire comment vous avez voyagé et tout. On n'a jamais demandé aux passagers d'un avion, vous avez bien voyagé et tout, non. Mais lorsqu'il y a un problème dans l'avion, non, on court vite. Alors, c'est cet état d'esprit qui anime le monde. C'est-à-dire, nous sommes dans la négation. C'est seulement ce qui est mauvais, ou bien c'est ce qui est méchant, c'est ce qui est nuisible, c'est ce qui est intriguant, c'est tout ce qui, quelque part, dérange l'autre, dérange autrui, que nous on rit avec, qu'on est content avec, même en famille. Parce que tu vois, bon, je suis avec mes enfants, on est des petits copains, on s'intrigue, mais sauf qu'ils n'ont pas le droit de m'intriguer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, professeur. Ben, c'est la hiérarchie voulant, parce que la familiarité risque de devenir le mépris. Alors, dis-toi, quelle formation. Mais sauf que si tu ne fais pas ça, on va les intriguer, on va dire grosse tête, il va commencer à pleurer. Et puis ça va l'amoindrir, ça ne lui donnera plus une personnalité. Parce qu'il sait que, bon, mais écoute, à la maison, on ne lui a jamais dit qu'il a une grosse tête. C'est terrible. Ok. Prenons la réflexion et on se retrouve juste après. D'appréciation qui sont tout à fait importants. Dans son article 7, paragraphe 3, alinéa 1, j'aime bien être précis, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, auquel appartient la France, bien entendu, demande aux États, je cite, de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner s'il ou si elle ne souhaite pas le faire personnellement. Dans son point 7, paragraphe 3, alinéa 2, le Conseil de l'Europe demande aux États membres, donc à la France, je cite, de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner. Je précise aussi d'ailleurs, en ces temps où il est question de plus en plus de faire vacciner les enfants, je précise que le Conseil de l'Europe a justement indiqué dans sa résolution, dans le point 7, paragraphe 4, alinéa 3, que les États membres doivent veiller, je cite, veiller à ce que les souhaits des enfants soient dûment pris en compte en conformité avec leur âge et leur degré de maturité. Lorsque le consentement de l'enfant ne peut pas être donné, par exemple s'il est trop petit, de veiller à ce qu'un accord reposant sur des informations fiables et adaptées à son âge soit donné sous d'autres formes. Voilà pour le Conseil de l'Europe, c'est pas moi qui l'invente, donc c'est non au passeport sanitaire. Et c'est non à la vaccination généralisée des enfants, soit dit en passant. Et puis il y a des États dans le monde, et notamment dans le premier État du monde par la puissance économique et militaire, les États-Unis d'Amérique. La secrétaire en charge de la presse à la Maison-Blanche, Madame Jane Psaki, début avril, a fait cette déclaration. Écoutez bien la porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a dit, je cite, le gouvernement ne le fait pas aujourd'hui et ne soutiendra pas une procédure qui exige de porter sur soi des preuves de vaccination. Il n'y aura pas de base de données fédérale ou de mandat fédéral exigeant chacun d'obtenir une preuve de vaccination. En conclusion, je considère qu'il est inconcevable qu'un passeport vaccinal soit imposé de façon obligatoire
et sans consulter les Français à tous les Français. C'est contraire à ce que demande l'OMS, c'est contraire à ce que demande le Conseil de l'Europe, c'est contraire à ce que font les États-Unis d'Amérique. Il faut arrêter avec ces atteintes incessantes aux libertés publiques. Professeur Emmanuel Lipote, alors votre commentaire par rapport à cet élément? Bon, mais c'est la France, la mère patrie pour l'Afrique. Bon, si la France a un problème de vaccination, je crois que l'Afrique aura aussi un problème de vaccination. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça commence. Il y a des sons de cloches, on a des débats qui fusent ici et là. Et là, on ne sait pas qu'est-ce que le lendemain nous réserve. Sauf que nous, on n'a pas les possibilités de tester ce qui vient ailleurs. À ce que je sache, jusqu'à prendre la décision que ça, on fait, ça, on ne fait pas. Parce que les médicaments qui viennent d'ailleurs sont considérés déjà testés. Les essais cliniques sont déjà considérés faits. On n'a plus besoin d'essais cliniques locaux, locaux, quoi. D'essais cliniques. On suppose que les patrons ont les meilleurs laboratoires. C'est même eux qui nous ont donné la chance d'avoir le peu de laboratoires que nous avons. C'est leur équipement, c'est eux qui installent les laboratoires ici. Bon, c'est comme si tu avais une cuisine ailleurs, mais on te sert à manger chez toi. Ça, chez quelqu'un quelque part, dans un autre quartier. Mais pour manger de la bonne nourriture, ça sort de sa cuisine. Bon, tu n'as pas à examiner si le sel qu'on utilise là-bas, c'est quel genre de sel. Si les huiles utilisées sont comment, mais toi, tu as seulement le service. Alors, dans le cadre de notre émission qui se veut émission éthique, et que nous pensons que la métaphysique est la mère de la science, ou la mère des sciences, alors, nous avons intérêt à présenter, dans le cadre de la rubrique réflexion et évocation, des vidéos pareilles, quitte à chacun de réfléchir. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous sommes les qui pour faire prévaloir quoi. Voilà. D'accord. Il est temps de lire vos SMS, c'est le SOS téléspectateur. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipote. S'il vous plaît, quelle est la bonne heure pour méditer? On peut méditer à toute heure, matin, midi, soir. On peut méditer en marchant. Parce que la prise en main des séances de méditation est en même temps la prise de conscience de l'existence de l'être intérieur, lequel doit être entretenu. Si jamais on médite pour du vrai, mais si on médite comme pour prier, là c'est autre chose. Là, je ne saurais pas comment expliquer ça. Voilà. Ok. L'envoûtement influence-t-il la volonté ou prend-il la place de la volonté? Martin, nom de Douala. Alors, l'envoûtement influence l'être humain et le met en situation où il fait des choses, parmi lesquelles les choses qu'il est inconscient, et en les faisant comme s'il le faisait consciemment, comme s'il les faisait consciemment. Donc, ça veut donc dire que l'envoûtement influence la volonté d'un individu. Tu n'es plus propriétaire de tes actes, tu n'es plus pourvoyeur de tes idées, tu mènes des idées en fonction d'un téléguidage occulte. Voilà. D'accord. Y aurait-il pas d'analogie entre prier et méditer? La vraie prière ne serait-elle pas méditer? Il y a toujours Martin qui nous envoie ce message. Alors, la prière, c'est quoi? C'est une demande qu'on adresse à qui? On ne sait pas. Bon, on va dire on adresse à Dieu. À Jésus? Ou à Jésus ou à Allah. Alors, ça fait d'abord beaucoup de dieux. Déjà. Et chacun défendant sa chapelle,
le musulman estimant que Jésus n'est pas Dieu parce que c'est un prophète puisque il est né d'une femme et que Dieu ne fait pas d'enfant. Pendant ce temps, le chrétien disant que c'est son Dieu là-bas. Alors finalement, quand on prie quoi? Pour le petit colonisé spirituel qu'est le noir africain. Lui, il prie quoi alors finalement? Parce que c'est ça la question, parce que lorsqu'on parlait d'analogie ou une relativité entre prier et méditer, c'est qu'on a pris la méditation ici dans le même sens qu'on dirait à quelqu'un médite ton sort avant qu'on ne te mette en prison. Bon, c'est-à-dire commence à réfléchir. Qu'est-ce que peut-être tu vas dire aux enquêteurs? Il faut qu'on ne sache que combien d'années, bon, au juge. Oui. Bon, commence à méditer ton sort parce que tu seras au tribunal tout à l'heure. Bon, ton sort, tu sais que tu es condamné d'avance, mais seulement, il faut que tu essayes de voir si la peine sera assouplie. Voilà. Bon, c'est pas ça. La méditation, c'est un outil qu'on utilise pour se spiritualiser afin que la spiritualité étant un chemin, Oui. qu'on emprunte ce chemin-là pour se retrouver en phase avec sa divinité. Voilà. Excellence, l'excès de prière ou de méditation peut-elle avoir des effets négatifs? Quentin depuis Douala. Non, quand on prie trop, on perd le temps. Prenons un temps. Un enfant qui va à l'école et qui, au lieu d'apprendre ses leçons le soir, se met à réciter Ave Maria. Bon, avec sa mère. Jusqu'à prendre peut-être 3 heures du temps. Et quand il se fatigue, on lui dit, va apprendre la leçon ou bien va dormir. Je ne sais pas ce qu'on va lui dire. Parce que si part ouvrir le cahier, il va dormir. Alors, tôt le matin, parce qu'on ne sort pas de la maison sans prier, on te ramasse encore pour prier. Alors, à quel moment tu vas apprendre tes leçons? Pourquoi ne pas t'envoyer à l'école de la prière une fois, on quitte sur ça? Et puis tu commences à vivre la prière, à manger la prière, à payer. Quand tu grandis, tu te maries grâce à la prière, tu payes le loyer grâce à la prière, tu as tout grâce à la prière, tu ne travailles pas. Hein? Parce que si tu prends l'habitude de faire 1 heure de prière le matin ou 30 minutes de prière le matin, et que tu trouves un travail, par exemple, dans une usine où il faut être là 6 heures, et que toi, tu avais réglé ton chronomètre biologique, des réveils, Oui. que tu te réveilles à 6 heures, tu pries pendant 30 minutes, afin de te laver, ou tu te laves, tu pries, afin d'aller à l'école, qu'à l'école on part à 7 heures, pour se retrouver, et comme ça, ta vie. Et puis maintenant, tu trouves un petit job parce que tu as eu un diplôme, mais il n'est pas assez, ou il est même trop passé, on ne t'embauche pas parce qu'on ne veut pas quelqu'un qui a un diplôme trop passé. Bon, tu te retrouves dans une usine où il y a un service d'écart, soit dans une boulangerie. Alors, tu dois travailler de 6 heures à 14 heures. Une autre équipe vient de 14 heures à 22 heures. L'autre 22 heures, 6 heures du matin. Bon, alors il y a des jours où tu travailles dans l'après-midi, 14 heures, 22 heures. Tu pries à quel moment? Ce n'est pas comme peut-être une usine où c'est tenu par un musulman. Où on peut dire qu'à tes heures de pause, tu peux faire une de tes prières. Quand même. Tout de même, mais tu as 5 prières par jour. Non, laissez ça. C'est trop compliqué. Bonsoir, professeur. J'ai l'arthrose. S'il vous plaît, je veux savoir ce qui cause cela. Je suis malade. Faut-il que je me soigne avant de m'initier ou bien sur le chemin de l'initiation, je trouverai la santé? Merci, Arnaud depuis Yaoundé. Sur le chemin de l'initiation, on trouve la santé. Voilà. Parce qu'en fait, c'est les tests. Si c'est que sur le chemin de la prière, on trouve la santé. Bon, comment sur le chemin de l'initiation, on ne trouverait pas la santé? Parce que le chemin de l'initiation t'apprend à savoir lire l'harmonie du corps physique en rapport avec l'âme et l'esprit. Donc là, tu embrases, je parlais de l'initiation, tu embrases
C'est-à-dire tu es dans un registre d'une connaissance globale de ton corps. Là, c'est plus holistique. Parce que lorsque certains monsieur rentrent dans le slogan la médecine totale, la médecine holistique, qui existait là dehors maintenant. Bon, un monsieur, il tournait quelque part et tout, il revient et dit il a un diplôme de médecin holistique. Mais il ne sait rien de la métaphysique, ni de la parapsychologie. Mais c'est que quand tu vas poser les pierres sur quelqu'un, les pierres auront une influence quelconque, vibratoire. Bon, qui vont sucer, c'est pas moi, de l'énergie négative qui était facteur de causer un désordre et rétablir l'ordre. D'accord. Mais tout cela, on fait ça à l'automate, on ne sait pas ce qu'on fait. Hein? On fait quelque chose parce qu'on a pu acheter des outils. Hein? On a acheté des instruments qu'on va utiliser pour atteindre un but purement commercial. D'accord. Alors que dans le domaine de la métaphysique, on gagne de l'argent, je le disais dernièrement, non pour construire des buildings, des cités entières, des duplex, mais non, mais pour vivre heureux. Parce que le bonheur n'est pas toutes ces choses-là. Hein? Si la collectivité dans laquelle tu vis ne ressent pas le bonheur de toi, c'est que ton bonheur ne sert à rien. Il ne faut pas avoir le matériel de manière insolente. Narguer les gens, marcher sur les gens que tu as, entre guillemets, reçus comme clients et non comme des personnes en danger dont on doit voler secours. Voilà. D'accord. Bonsoir, de grâce, professeur. Je voudrais savoir comment faire pour libérer mon esprit. C'est Fadan Jean Bamio depuis Berthois. Il faut faire des cours de métaphysique, c'est tout ce que je peux dire. Parce que là, franchement, une émission, 2 émissions, 3 émissions, surtout que certaines de ces personnes qui nous suivent d'aucuns appellent le lendemain pour dire que, mais attends, mais c'était la première fois que je suis ton émission. Alors, tout ce qui s'est dit avant, alimentation, ceci, cela, il n'a pas été au courant. Voilà. Comment boire de l'eau, comment se laver le matin, hein, et quels sont les 3 aliments principaux? L'aliment céleste, l'aliment neutre et l'aliment négatif. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Voilà. C'est compliqué. D'accord. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, comment faire pour avoir le porte-monnaie magique? Non, on a fait des émissions ici à Canal 2 où on parlait de porte-monnaie spirituelle, non de porte-monnaie magique. Alors, on a fait une série d'émissions où on parlait de la richesse, hein, dans le vrai sens du terme et dans le cadre métaphysique. Bon, on peut aller sur YouTube, essayer de revoir ces émissions, si vous avez besoin d'en savoir plus. En tapant sur YouTube Le Monde Inconnu et TV, on a toutes les vidéos qui ont pu être acceptées parce que YouTube parfois supprime nos vidéos quand on juge que ce que nous faisons est antipathique à leur loi. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je vis avec une fille depuis plus de 5 ans. Est-ce possible que ma vie rentre en arrière car je constate que ma vie n'évolue pas? Alors, on a toujours dit qui se marie mal rate sa vie. Qui se marie mal rate sa vie. Parce que c'est une conjugaison des énergies, des vibrations, et c'est aussi 2 entités qui se mettent ensemble. Dans une union, d'abord, d'une part sacrée, parce que à chaque fois qu'on est sexuellement actif et qu'on se mette avec une personne de sexe contraire, on a posé un acte sacré. Et là, il faut faire attention. Alors, désacraliser cet acte, à banaliser ça par moment, amène des retombées négatives. On ne peut donc pas se mettre dans l'idée qu'on doit se marier sans une étude préalable
qui permet de savoir si ça c'est ma femme ou ça c'est mon homme. On doit obligatoirement faire cette étude. Ceci étant, cette étude ne va pas empêcher qu'on soit avec la personne de son cœur. Parce que c'est le cœur, entre guillemets, peut-être, ou alors c'est la tête, parce que ça dépend. Lorsqu'il y a une motivation, ce n'est plus l'amour du cœur. Ça devient l'amour de la tête. Mais si c'est l'amour du cœur, c'est un problème de karma. D'abord parce que, en règle générale, le cœur ne se trompe pas. Mais si une fois le cœur se trompe, c'est que c'est karma. Par contre, la tête se trompe toujours quand les filles disent « sa tête ne me dit rien ». Alors ça veut dire que il y a un problème de motivation. Maintenant, le fait de faire une étude d'affinité vous donne la possibilité de savoir que ça, c'est un mariage de coup de foudre. Ça, c'est un mariage d'amitié. Ça, c'est un mariage de sociabilité. C'est-à-dire, c'est une personne avec qui je peux faire des choses. Mais il n'y a pas l'amour en tant que tel, mais c'est une partenaire ou un partenaire. Bon, donc, en fait, ça te situe sur ce qu'il y a à savoir. Et aussi, il faut toujours retenir la date, non pas la date, l'année des rencontres. Parce que c'est à travers l'année des rencontres qu'on saura la motivation qui a amené la personne à t'accepter comme époux ou épouse. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, citez-nous des aliments qui peuvent nous procurer les vibrations positives. Les fruits en général, non. En particulier, les végétaux en général. Je reprends. Les fruits en particulier et les végétaux en général. Parce que, par exemple, on peut faire une cure de cru pendant un long temps pour obtenir ce qu'aucun médicament, aucun plateau technique a pu vous procurer comme soulagement ou bien comme amélioration de votre état. Voilà. Ok. Bonsoir, professeur. Mon chiffre de naissance est 3 et le calcul de mon nom donne 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton chiffre de naissance, c'est ton chemin de vie. Et c'est une vie qui va tourner dans le cadre de la communication. Tu seras bien lorsque tu communiques, lorsque tu vas vers les gens. Sauf que par moments, tu seras superficiel dans ta vie. Alors, son chiffre, son nom, c'est 7, c'est ça? Oui, professeur. C'est combien? Mon chiffre de naissance est 3, le calcul de mon nom donne 7. Oui, donc vous avez un peu de velléité spirituelle, c'est-à-dire un peu réservé, vous ne vous ouvrez pas vers les autres. Cela, bien évidemment, ça fait partie de ton chiffre. Voilà. Bonsoir, professeur. Ma fille d'élément eau est malade. Je fais comment pour qu'elle aille mieux? Tout de suite, Lyon de Yaoundé. Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. L'élément eau? Oui, professeur. Eau, c'est qui? Sa fille est de l'élément eau. Élément eau. Oh, ah. L'eau. Feu. Ouais. Et comment bon, mais la personne va appeler hors antenne, hein, parce que là, si on se prête à ces jeux, qu'on va venir à cette antenne faire des consultations, et les bonnes et les mauvaises sortiront de nos bouches, finalement, on ne sera plus crédible. En réalité, il ne faut pas tomber dans une situation où on se comporte comme monsieur à sensation. Moi, j'aime étudier les dossiers pour savoir qu'est-ce qu'il y a. La fille en question, comment elle a été conçue? Sa maman mangeait quoi pendant la grossesse? Comment cette fille a vécu dans son enfance, du moins de la naissance jusqu'à l'âge où elle se trouve là maintenant? Comment on l'a entretenue? A-t-elle bu le lait maternel? A-t-elle bu le lait artificiel, le lait des veaux, à la place du lait des hommes? Qu'est-ce qui a été privilégié comme repas? Tout ça. Bon, on laisse ça. On vient seulement, on dit, ma fille a telle chose. On peut faire comment?
Là, il faut dire ça, il faut aller parler ça à Dieu. Ou bien parler ça aux tradipraticiens, moi, ou aux médecins. Parce que le diagnostic empêche à ce qu'on guérisse les gens. J'entends par diagnostic le fait de vouloir symptomatiser le traitement. C'est-à-dire, parce que quelqu'un se plaint d'un mal, on donne même le nom à ces mal-là. Et on donne les remèdes concernant ces mal, correspondants. Après, il ne guérit pas. On va expliquer ça comment. On va expliquer que le mal a été mal fait. Et le diagnostic a été bien ou pas. Bon, moi, je pense que c'est pour cette raison que moi, j'ai estimé qu'il faut qu'on forme les gens. Bon, alors chaque jour, je vais dire, nous, on a une école, INAM. Oui. On forme les gens à s'auto-guérir. Parce que si tu guéris toi-même, du fait d'un certain savoir, tu peux appliquer ces savoirs sur une autre personne. Parce que les savoirs là commencent par le fait que de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, au fait, souvent je vis comment, souvent je souffre de quoi, souvent je m'en sors comment, mais je fais quoi pour m'en sortir et tout. D'abord, tu dégages un certain nombre de choses de ton corps parce que tu as été formé pour comprendre, pas seulement pour apprendre. Si vous voulez devenir naturopathe de formation, eh bien, il est donc important de vous asseoir et de prendre des notes, puisque nous parlons bien évidemment de l'Institut des Arts et métiers du bien-être, Patricia. Exact. Parlant justement de l'Académie africaine de la médecine alternative, pour en parler, il s'appelle le professeur Emmanuel Liporte, qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour professeur. Bonjour Patricia et bonjour Fadil. Voilà. Je vais m'habituer à ces noms-là. Alors donc ce matin on va revenir, pour que ça ne soit pas une rhétorique, je vais essayer à chaque fois qu'ils viennent ici, pour que les gens comprennent l'importance de s'inscrire dans la logique, de se former en naturopathie. L'important c'est de ne plus être malade. Okay. Parce que le problème c'est qu'on ne peut pas toujours venir donner des informations sur la santé en passant par l'alimentation et tout. Tant que les gens n'ont pas une formation à la base, ils ne vont rien comprendre. Bon, on va faire autant de séminaires qu'on peut, on va parler dans le cadre de la médecine officielle, tout ce qu'on veut, mais il faut que les gens se forment. On n'aura même plus d'accidents du genre ce qu'il y a eu hier, tant que les gens mentalement ont pris l'acte sur le bien-être. Parce que le bien-être, c'est un cerveau propre et c'est d'abord un tube digestif propre, un cerveau propre. Par exemple, si vous êtes malade, souvent, sachez que parfois c'est parce que votre côlon, votre gros intestin est encombré. Là, vous pouvez faire des cauchemars, des couches de nuit. Vous pouvez également développer des migraines, des céphalées, qui vont vous amener à entrer dans la sphère de traitement chimique qui, à la longue, vont entraîner à ce que vous ayez des maladies chroniques. Sous le couvert du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et en partenariat avec les écoles internationales de médecine douce et alternative, l'Institut des Arts et métiers du bien-être forme et transforme en coach de santé, naturopathe praticien, pharmacologie africaine, réflexologie, biomagnétisme, massothérapie, hydrothérapie. L'Institut des Arts et métiers du bien-être offre aussi des cours à la carte, chômeurs, diplômés ou pas, tradipraticiens, infirmiers, médecins guérisseurs, retraités ou en voie de l'être, amoureux de la médecine traditionnelle africaine ou alternative. Voici venu le moment pour vous de faire un bon choix de carrière ou de reconversion. L'Institut des Arts et métiers du bien-être vous permet de devenir naturopathe de formation en obtenant un diplôme agréé par l'État du Cameroun. Inscrivez-vous au 677 68 95 70 696 84 03 76 et au 656 14 14 45. L'Institut des Arts et métiers du bien-être, le bien-être absolu. Et en tant que comprenant, tu cherches à comprendre ce qui ne marche pas dans le corps de ton vis-à-vis, ton enfant, ta femme, pendant que tu es en formation. Et puis finalement, tu te retrouves en phase d'une certaine maîtrise des choses qui te permet d'aider d'autres personnes. Voilà. D'accord. Bonsoir, grand professeur. J'ai répudié mon épouse. Que puis-je faire pour la faire revenir? Je suis fautif, certes, mère, je la veux. Patrick depuis Penka, Michel. Bon, là, c'est une consultation qu'on va faire hors antenne. Pourquoi je demande que la personne m'appelle hors antenne? D'abord, j'avise les gens que je risque d'être à Yaoundé
Et tous ceux qui veulent me voir à Yaoundé cette semaine à partir de vendredi doivent s'inscrire avant. Donc doivent appeler et obtenir le OK que on va se voir. Je vais avoir la liste de gens pour pouvoir essayer de faire mon programme. Là, je le dis en passant. Et puis, eux peuvent m'appeler au 6 77 68 95 70. Je reprends 6 77 68 95 70. Bon, alors en passant, je vais dire, pour répondre à cette question, que lorsque quelqu'un a un problème de santé, qu'il m'appelle hors antenne, qu'on en parle. Je ne parle pas des problèmes de santé dans le cadre de cette émission de la même manière qu'on peut vouloir faire croire que je viens à l'antenne pour consulter les gens. Je viens pour que les gens se prennent en charge. Oui. Je viens ici pour que les gens se prennent en charge. Seul, on ne peut pas faire le monde. Si je me prends en charge, l'autre se prend en charge, l'autre se prend en charge, ainsi de suite. Si nous tous, nous prenons en charge, la maladie va foutre les camps. C'est-à-dire, on ne va plus vendre la bière n'importe comment, on ne va plus vendre les sucreries n'importe comment, on ne va plus vendre les beignets n'importe comment, on ne va plus manger n'importe comment dans la rue. Chacun, et puis les marchés auront beaucoup de nourriture. Beaucoup. Parce que les pénuries de nourriture, la famine s'abat sur les peuples parce qu'il y a une mauvaise gestion des produits alimentaires à la base. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. S'il vous plaît, comment faire pour avoir le test d'affinité? Ça fait 35 ans que mon épouse et moi sommes ensemble. Le test d'affinité, c'est son nom complet, sa date de naissance exacte, la première année de rencontre. Même chose pour son épouse, son nom complet, sa date de naissance exacte. La date de rencontre, c'est pour eux deux. Mais les coordonnées, c'est chacun qui a ses coordonnées, en ce sens que le nom complet doit être relevé, ainsi que la date de naissance. Et là, le tour est joué, le reste, on va travailler sur le décryptage de ces éléments, de ces coordonnées-là. D'accord. Bonjour à vous. Je suis un homme, 26 ans, ça fait de cela presque 2 ans que je dépose les dossiers dans les sociétés, on ne m'appelle jamais, je ne sais pas pourquoi, voilà un peu mon problème. On va faire la voyance, cher ami. Vous allez appeler en antenne. Je crois que c'est nécessaire, si vous jugez qu'il y a un problème. Mais on a toujours dit, ce n'est pas tout le monde qui aurait fait l'école, qui a droit à travailler quelque part, non? Lorsque une formation commence, comme nous on fait INAM là maintenant, les premiers seront peut-être embauchés même dans le cadre de nos élargissements de la structure. Pourquoi pas? Mais les autres vont se débrouiller par eux-mêmes. Voilà. Alors, bonsoir professeur, s'il vous plaît, aidez-moi. Comment savoir que la personne avec qui tu es en couple est la bonne personne avec qui tu peux te marier? Professeur, aidez-moi, le mariage m'échappe tout le temps. Je ne sais pas si c'est moi le problème. Merci. On a déjà dit que c'est l'étude d'affinité qui va permettre d'y arriver et la personne a déjà utilisé un numéro qui lui permet de rebondir à tout moment hors antenne. Voilà. Bonjour Bombok, je voudrais participer à la formation de l'INAM. Que dois-je faire? Bon, là, vous allez prendre attache à travers ces numéros à nous et on va vous communiquer tous les éléments nécessaires pour pouvoir commencer votre formation le moment venu. Bonjour professeur, s'il vous plaît, est-ce que coucher avec plusieurs femmes apporte la malchance? Oui et non. C'est-à-dire? Il y a des femmes qui apportent le bonheur, d'autres qui apportent le malheur. Il y a des personnes que tu travaillais bien, tu n'avais aucun problème. Le jour que tu te maries, les malheurs commencent, on te licencie avec la première grossesse. Et il y a aussi d'autres cas où tu n'avais pas d'emploi. Tu couches seulement avec une femme. Amicalement, sincèrement, convivialement, et puis le lendemain, un dossier qui dormait quelque part. Ou bien un ami vient te dire le matin qu'on cherche les gens là-bas.
va aussi là-bas. Bon, lequel ami, après, va regretter de t'avoir dit ça, lorsque on t'aura embauché. Voilà. Donc, le bonheur se trouve quelque part dans ces choses, de même le malheur. Alors, pourquoi? Parce que c'est un problème de vibration. Vous pouvez avoir des vibrations denses avec une personne. Lorsque vous êtes avec la personne, l'argent n'entre pas. Hein? Mais alors que vous s'aimez bien. Oui. Et comme vous pouvez aussi avoir des vibrations atténuées, lorsque vous êtes avec une personne, si vous faites un petit commerce, vous constatez que marié en début d'année, avant la fin d'année, vous êtes en train de faire votre duplex. Parce que même si c'est le cacao que vous vendez, les gens achètent. Vite, vite, vite. C'est ça. D'accord. Bonsoir, professeur. Je voudrais savoir le sort réservé à celui qui se condamne soi-même pour ses actes. Secondo, par la prière, peut-on se débarrasser de son tort causé à autrui sans toutefois venir auprès de celui-ci qui a causé du tort? Alors peut-être qu'à une seule fois, on peut me poser la question concernant la prière, je sois très favorable, c'est cette fois-là. Parce qu'en fait, la prière ici, par exemple, tu causes du tort à quelqu'un et tu commences à prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un regret. C'est en sorte, on peut dire un recueillement. Ou tu es en train de méditer alors sur le sort causé à autrui et que tu regrettes amèrement. Bon, peut-être en disant à Dieu, bon, qui est quelque part, soit quelque part chez les Allah, ou quelque part chez les Jésus, chez Jésus que, pardon, j'ai fait du tort à quelqu'un, voilà. Ou alors, se sentir vraiment mal dans sa peau. Voilà. Bonsoir, professeur. Comment attirer la chance? Comment savoir que nous sommes possédés par l'esprit de dépense? Ma date de naissance est 31/12/1989. A-t-elle un sens? Oui, ça a un sens, mais on ne peut pas. D'abord, on est à la fin de l'émission. On ne peut pas être là en train de faire les calculs maintenant. Ou on va demander à Canal 2 de nous donner une émission où on s'occupe seulement des consultations, comme il y a des chaînes en France ou bien ailleurs, où toute la journée, on fait les horoscopes aux gens, on fait la numérologie, on fait la chiromancie, ceci, cela. Ça dit, c'est tout les chaînes-là n'ont que de musique, peut-être en passant, et pas d'informations. C'est des chaînes de télévision qui sont extrêmement portées sur la chose, disons, parapsychologique. Bon, mais ici, c'est une chaîne où quand tu as une émission, c'est bien précisé que c'est pour telle chose. Nous, on fait dans la métaphysique, et qui est une métaphysique, on peut dire sociétale, c'est-à-dire qui concerne la société, qui ne concerne pas les dieux. C'est pourquoi nous parlons santé, nous parlons maladie, par exemple, nous parlons politique, nous parlons vaccination, nous parlons de tout, parce que nous parlons de la société, de l'homme dans la société. Et nous voulons à ce que l'homme soit pris en compte, comme quoi, sans l'homme, il n'y aurait pas de société. Malheureusement, nous sommes dans un monde où l'environnement économique et tout utilise l'homme comme un outil de la société, et non l'homme à utiliser cet environnement comme l'ayant, l'amenant à s'outiller pour son devenir, pour son élévation. Alors donc nous voulons que les gens prennent acte sur le fait qu'ils sont des êtres humains, ils sont des dieux. Alors que l'univers n'a que des dieux, l'univers n'a pas que des objets. Et pour pouvoir faire avancer l'univers, c'est des dieux. Et c'est ça qui fait la différence entre l'animal évolué à un certain niveau, qu'on peut appeler l'homme, et la bête restée à un autre niveau. C'est ça qui fait la différence. D'accord. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Nous restons dans la logique de la méditation, la solution à nos problèmes. Parce que nous pensons que nous ne sommes qu'au départ de la fabrication de l'outil qui nous permet de trouver
le chemin de la spiritualité et qui va nous permettre de nous diviniser. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous suivre sur YouTube. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.